Bonjour les amis, aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on se retrouve dans mon cabinet afin de parler d'un sujet fort intéressant mais non moins complexe qui est le diabète et la glycémie. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça en détail et en même temps de ne pas vous perdre, mais déjà, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Cliquez juste en dessous sur le petit bouton s'abonner et puis ça me fera très plaisir. Donc, qu'est-ce que la glycémie, qu'est-ce que le diabète et qu'est-ce qu'on risque? C'est ce qu'on voit dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc le taux de sucre dans l'organisme est extrêmement contrôlé, donc c'est ce qu'on appelle justement la glycémie, et le diabète correspond à un taux de glycémie qui est trop élevé. Donc on dit ce sont deux mesures à 1,26. Donc si on contrôle deux fois dans la prise de sang et qu'on retrouve deux fois un taux qui est supérieur à 1,26, c'est là qu'on parle de diabète. Donc avant ça, entre 0,7 et 1,1, on a une glycémie qui est normale, et au-dessus de 1,1 et jusqu'à 1,26, on a une zone grise où il y a encore des possibilités de réversibilité, mais globalement tend vers le diabète. Donc c'est une zone de vigilance, je dirais, où il faut quand même faire des efforts particuliers. Donc je vous explique un petit peu en détail aujourd'hui comment ça fonctionne. En fait, quand vous mangez des aliments, le corps va avoir besoin de maintenir une glycémie qui est stable. Pour cela, donc à chaque fois que vous faites par exemple un repas, vous allez avoir votre pancréas qui va se mettre au travail pour pouvoir délivrer une quantité d'insuline afin de faire diminuer la glycémie de votre sang si nécessaire, parce que s'il y a trop de sucre, c'est important de l'enlever et à ce moment-là, du coup, le corps va se charger de le stocker grâce à l'insuline et avec une cascade d'événements qui va suivre. Et à l'inverse, on va avoir du coup une augmentation du taux de sucre si par exemple on est vraiment à jeun depuis très longtemps et que notamment on continue, on fait un effort et tout ça. On a le glucagon qui est l'hormone qui est un petit peu inverse de l'insuline, qui est aussi synthétisé par le pancréas et qui va être libéré pour permettre à la glycémie d'augmenter si nécessaire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en fait dans nos sociétés occidentales? C'est que comme on mange très souvent trop sucré, en trop grande quantité, trop lourd, etc., en fait, on va surstimuler la production d'insuline et ce qui fait que le corps, au bout d'un moment, il va même plus être capable de comprendre le message qui est lié à cette production d'insuline. Donc, il va essayer de stocker au maximum de tout ce qu'il peut le sucre qui est dans le sang, mais au bout d'un moment, il va plus réussir. Pourquoi? Parce que le corps n'est pas censé recevoir autant de sucre. C'est pour ça que la prévention est extrêmement importante dans le diabète parce qu'on n'a pas trop d'autre choix que de réguler les apports en sucre. Donc lorsque vous mangez trop lourd, pas seulement le sucre, et c'est ce que je voulais justement vous expliquer dans cette vidéo, alors vous risquez une insulinorésistance, un diabète. Alors quels sont les éléments du coup à favoriser dans votre alimentation et au contraire quels sont les éléments à éviter? Il va vous falloir en fait une base qui est équilibrée dans votre alimentation. Je vous donne un exemple simple. J'ai reçu au cabinet un patient cette semaine et en fait ce patient il pense faire des efforts assez importants sur son alimentation, pourtant on a découvert un prédiabète dans sa prise de sang. Et donc je lui dis monsieur, qu'est-ce que vous avez mangé au cours des derniers repas? Donc on examine son déjeuner et puis son petit déjeuner. Il me dit que le matin il a mangé une demi-baguette de pain avec du beurre et que le midi il a mangé une demi-portion de taboulé et avec des clémentines. Alors en soi c'est pas mauvais, mais c'est pas bon non plus. C'est-à-dire que là, les suggestions que je vous propose par rapport à cet exemple, ce serait à la fois de prendre du pain complet le matin et aussi de privilégier plutôt une purée d'oléagineux ou alors des œufs, mais pas du beurre. Comme ça vous évite de prendre des graisses animales. Et très important aussi les glucides complexes à la place des glucides simples, c'est-à-dire de prendre du pain complet à la place de prendre du pain blanc. Ensuite, on arrive au repas du déjeuner. Prendre un taboulé tout simple et sans aucune protéine ni légumes verts, là ça fait grosse erreur parce que on n'est pas bien rempli. Je veux dire, on risque de pas avoir suffisamment de satiété assez rapidement parce qu'on n'a pas suffisamment de volume qu'on aurait pu avoir si on avait ajouté des légumes verts dans cette assiette. Et aussi, il nous faut absolument des protéines. Donc ça peut être sous forme d'œufs, sous forme de filet de poisson, de poulet, de viande, mais bon, il faut privilégier quand même les viandes blanches 80% du temps, des choses qui sont
légères pour votre organisme. En tout cas, pour avoir une satiété, il va vous falloir quelque chose de complet dans votre assiette. Et le taboulé, ça ne va pas suffire parce que ce soit avec son petit-déj ou bien son déjeuner, il va se retrouver, ce patient, avec potentiellement des pics d'hypoglycémie, en tout cas dans l'après-midi, tout simplement parce qu'il n'a pas mangé de sources suffisamment variées d'apport en énergie. Voilà, et donc un petit mot aussi également sur le diabète dans la fin de cette vidéo. Alors en fait, qu'est-ce qu'on risque avec le diabète? C'est une maladie qui est grave parce que c'est une maladie qui est chronique, on est dépendant aussi d'un traitement, que le traitement ne va pas en s'arrangeant, que potentiellement après, comme beaucoup de gens le savent, ça peut être aussi des piqûres d'insuline, donc c'est quand même très contraignant. Et au-delà de ça, on a des complications qui sont très lourdes à prévoir sur pas mal d'organes. Au niveau cardiovasculaire, bon, ça peut augmenter le risque de faire des crises cardiaques, des AVC, etc. C'est un facteur de risque cardiovasculaire. Et aussi, au niveau des micro-vaisseaux, on va avoir en fait les sucres qui vont aller se loger dans les micro-vaisseaux, comme on en a au niveau des yeux et des reins, et c'est ce qui va provoquer des néphropathies, glomérulopathies et des rétinopathies au niveau des yeux. En tout cas, on va avoir une atteinte des micro-vaisseaux et qui va potentiellement favoriser du coup carrément une cécité, le fait de ne plus pouvoir voir au niveau des yeux, et puis altérer fortement la fonction rénale, c'est-à-dire au bout d'un moment les reins ne vont même plus pouvoir marcher et on va devoir être dépendant carrément de la dialyse. Ce sont ces énormes appareils qui permettent de mimer l'effet des reins et où du coup la personne doit aller potentiellement 3 fois par semaine à l'hôpital pour se faire dialyser. Donc super contraignant, super cher aussi pour tous nos systèmes sociaux, mais surtout ce qui est vraiment dommage là-dedans, c'est que à la base vous aviez quand même votre corps qui avait des tissus qui étaient vraiment magnifiquement bien fondés, que ça soit au niveau des yeux, au niveau des reins et un petit peu partout, même comme je vous l'expliquais au niveau des mécanismes pour réguler la glycémie, et là vous fichez tout en l'air juste avec du coup cette maladie chronique, parce que dans la plupart des cas en tout cas que je vous parle, et ben les gens c'est parce qu'ils ont mangé beaucoup trop de sucre, et ce qui fait que c'est quelque chose qu'on aurait pu clairement rattraper en mangeant moins de sucre et de manière plus adaptée. Donc quels sont les efforts à prévoir au niveau nutritionnel, au niveau alimentaire? Donc ils vont être de 3 types. Premièrement, il va falloir que vous puissiez limiter les sucres industriels. Donc tout ce qui est sucre industriel, ça va se trouver dans les bonbons, dans les gâteaux industriels, etc. Et en plus, l'effet qui se coule de tout ça, c'est que en général, vous allez avoir, par exemple, dans les gâteaux industriels, vous allez aussi avoir de l'huile qui est pas de très bonne qualité, etc. Donc de toute façon, c'est pour ça que ces sources-là de sucre sont pas très bonnes. En plus, en général, vous avez des additifs, comme par exemple de l'acide citrique, qui va masquer en fait le goût sucré pour essayer de donner un goût à ces aliments-là et pour les rendre meilleurs au goût, mais du coup, vous n'êtes pas du tout conscient du taux de sucre qu'il y a en fait dans ces aliments. À l'inverse, si par exemple vous êtes chez vous et que vous utilisez des bons sucres, au pire des cas, ça peut être vraiment du sucre cristal normal, entre guillemets, et c'est ok. Et je vous encourage à utiliser du miel, du sirop d'agave, du sirop d'érable, du sucre complet, du sucre de coco, voilà. Et donc en fait, déjà vous allez avoir un pouvoir sucrant qui est meilleur que le sucre normal, potentiellement, parce que vous allez avoir un goût associé qui est aussi plus raffiné, subtil, et du coup ça va être meilleur pour tout ce qui est satiété, etc., satisfaction. Et puis de toute façon, ça sera que mieux pour votre santé de consommer des aliments qui sont moins transformés. Deuxièmement, je vous recommande également de faire attention aux glucides complexes que vous utilisez, et notamment de favoriser des glucides complexes qui sont à index glycémique qui sont plus faibles. Donc comment faire pour ça? C'est très simple, il s'agit juste de prendre par exemple un pain complet à la boulangerie au lieu de prendre un pain tout blanc. Donc au lieu de prendre une baguette simple, vous pouvez prendre une baguette, une tradition graine, ou un pain complet, un pain de seigle, un pain de sarrasin, etc. Et puis vous allez voir, en plus, il y a le pain d'épeautre aussi. En plus, ce qui est intéressant, c'est que le goût est beaucoup plus intéressant que la baguette de pain simple. C'est une habitude à prendre autrement. Et je vous dis pas, si un jour vous avez envie de vous faire quelque chose de gourmand, de vous prendre une tradition simple, avec du beurre, des rillettes ou que sais-je, mais gardez toujours à l'esprit que ce genre de petit excès ou de petit joker, vous pouvez le faire 20% du temps. Et le reste du temps, dans les 80% restants, il vous faut vraiment respecter une hygiène qui est meilleure pour vous, parce que pour votre corps, ça sera bien préférable. 80% du temps, essayez de privilégier les glucides complexes avec
avec un index de glycémie qui est plus bas comme je vous l'expliquais juste avant. Donc pour le pain, vous pouvez trouver ça. Et c'est l'équivalent aussi pour les pâtes. Vous pouvez prendre des pâtes d'épeautre, vous pouvez prendre des pâtes complètes, etc. Mais en tout cas, c'est important de varier vos sources de céréales pour éviter en fait le pic de glycémie dans le sang. Et enfin, la troisième chose que vous pouvez faire, c'est de faire attention également aux lipides parce que c'est un faux ami et c'est quelque chose qui est contre-intuitif. Mais lorsque vous consommez par exemple un plat de pâtes, c'est pas sucré au sens stricto sensu du terme, mais en fait, ça va pouvoir générer quand même du sucre. Premièrement, parce que si par exemple votre plat de pâtes, ce sont des pâtes toutes simples, des pâtes de blé, vous allez favoriser un pic de glycémie. Et idem pour par exemple la sauce pesto, la crème fraîche, l'huile, le fromage, etc. Ça va faire un pic de lipides qui sont des graisses et où au final, ça va envoyer le message à votre organisme comme quoi il faut aller constituer des réserves. Donc encore une fois, en fait, on a le sucre qui augmente dans le sang, donc ça fait une hyperglycémie, un pic, et du coup, on a l'insuline qui doit se produire au niveau du pancréas afin de réduire ce pic. Donc voilà pourquoi ce n'est pas seulement le sucre simple à éviter dans votre alimentation, mais également des efforts à faire au niveau des sucres complexes, donc sucre simple, sucre complexe, et aussi les lipides. Donc quels sont les efforts que vous pouvez faire au niveau des lipides? Vous pouvez privilégier les lipides de source végétale plutôt que de source animale. Donc par exemple, tout ce qui est beurre, crème fraîche, fromage, etc. Vous pouvez les maintenir, mais seulement dans 20% de vos repas. Et le reste du temps, dans les 80%, il faut absolument privilégier des graisses qui sont plutôt végétales. Donc huile de tournesol, huile d'olive, huile de colza, huile de noisette, la margarine. On a toutes les purées aussi végétales, la purée de cacahuètes, purée d'amandes, etc. On a d'ailleurs les fruits secs directement consommables comme ça, les noisettes, les amandes, les noix, etc. Voilà tous les efforts que vous avez besoin de faire pour faire bien attention à votre glycémie. Et enfin les amis, dernier conseil et pas des moindres, et vous savez que ça me tient particulièrement à cœur, c'est l'activité physique. Donc c'est très important de maintenir une activité physique régulière. Ça va permettre aussi de diminuer quelque part, en tout cas de réguler la glycémie parce que ça va augmenter votre métabolisme de base. Donc du coup, ça va contribuer à maintenir votre glycémie plutôt stable, plutôt plus basse. Et puis évidemment, lorsque vous faites des efforts soutenus, comme voilà du sport, du cardio, etc., 1, 2 ou 3 fois par semaine, pour les plus courageux, et bien forcément ça va augmenter votre métabolisme de base et puis augmenter votre dépense énergétique aussi. Et donc c'est ça qui va vraiment vous permettre de faire la différence si vous cherchez à perdre du poids. C'est sûr qu'il va vous falloir vraiment ce type d'effort pour faire marcher. Voilà, bon bah écoutez les amis, c'était une vidéo assez complète aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. Donc je vous laisse me poser vos questions en commentaire, dites-moi voilà si vous êtes concerné par le sujet de près ou de loin, dites-moi aussi les efforts que vous avez besoin de faire, et puis voilà, on avance ensemble et puis je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!